Alors, chapitre d'introduction à la mécanique quantique. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il existait une dualité onde-particule ou onde-corpuscule pour la lumière, c'est-à-dire qu'on peut décrire la lumière à la fois comme une onde électromagnétique, mais également comme une assemblée de particules, les photons. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette dualité onde-corpuscule, elle existe également pour la matière ? Pour répondre à la question, on va s'intéresser à une expérience qui a été menée dans les années 60, l'expérience de Tonomura. Alors j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est assez simple à comprendre et qu'il existe des vidéos permettant de voir les résultats de l'expérience. Ces vidéos sont assez impressionnantes. Alors le dispositif. Pour commencer, on va générer un faisceau électronique avec un canon électron qui n'est pas représenté ici, qui va émettre des électrons, qui va les accélérer sous une tension de 50 kV, c'est-à-dire qu'on va leur fournir une énergie de 50 kV. Ce faisceau électronique, il va arriver dans une zone qui contient 3 électrodes. D'abord une électrode centrale ici qui va être portée à un potentiel positif de 10 volts et 2 électrodes latérales en haut et en bas qui vont être portées à un potentiel de 0 volts. Entre les électrodes, il va apparaître un champ électrique qui va être orienté de l'électrode centrale vers l'électrode latérale à chaque fois, car l'électrode centrale a le potentiel le plus élevé, donc vers le haut ici et vers le bas ici. Les électrons qui vont pénétrer dans les zones avec le champ électrique vont être déviés parce qu'ils vont subir une force F égale QE avec Q négatif car ce sont des électrons. Du coup, le faisceau électronique était quasiment parallèle en entrée du dispositif va se retrouver avec une forme bien différente en sortie. Les électrons qui passent sur la partie supérieure vont être déviés vers le bas, les électrons qui passent dans la partie inférieure vont être déviés vers le haut, et donc les deux vont générer deux faisceaux électroniques qui vont venir se croiser dans la zone qui est ici, qu'on appelle la zone d'interférence. Alors, si la dualité onde-corpuscule est vérifiée pour la matière, on va observer un phénomène de type phénomène d'interférence. Si la dualité onde-corpuscule n'est pas observée pour la matière, on n'observera rien de spécial. Avant de commencer à vous montrer les résultats de cette expérience, je voudrais qu'on fasse quelques calculs sur les données de l'expérience. Donc je vous ai donné ici quelques données numériques, le flux électronique, c'est-à-dire le nombre d'électrons émis toutes les secondes par le canon à électrons, l'énergie cinétique des électrons, je vous l'ai donné tout à l'heure, la masse d'un électron et la distance de la source au détecteur, c'est-à-dire du canon à électrons au détecteur qui va venir détecter les électrons en sortie de dispositif. Et je voudrais que vous répondiez à ces 3 questions. Donc mettez la vidéo en pause, prenez le temps qu'il faut pour essayer de répondre à ces questions, puis vous remettrez la vidéo en lecture pour la correction qui suit. Alors, si notre canon à électrons émet 1000 électrons toutes les secondes, alors c'est qu'il émet des électrons avec un intervalle de temps de 1 milliseconde. Deuxièmement, l'énergie cinétique d'un électron s'écrit 1/2 de mv carré, donc en réécrivant cette relation, on obtient la relation V égale racine de 2c sur m. En utilisant l'énergie 50 kV qu'il ne faut pas oublier de convertir en joules, on obtient la vitesse de 1,3 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors attention, ça c'est une vitesse qui est relativiste, donc les équations qu'on utilise ne sont pas tout à fait correctes, on utilise les équations de la mécanique classique. Pour autant, on va quand même continuer le calcul pour avoir au moins des ordres de grandeur. Alors le temps de vol d'un électron dans le dispositif, c'est égal à la distance qu'il parcourt sur sa vitesse, et donc avec les valeurs numériques qui ont été proposées, on trouve 12 nanosecondes. Conclure, ici en fait on s'aperçoit que un électron met 12 nanosecondes à traverser le dispositif. Les électrons sont émis toutes les millisecondes. Donc il n'y a en réalité dans ce dispositif qu'un seul électron à chaque fois. Je vous propose maintenant de visionner une petite vidéo de l'expérience et notamment de l'écran d'observation sur lequel on va voir les électrons arriver après la traversée du dispositif. Now we are looking at the detector plane on the monitor. Bright spots appear here and there. These spots indicate individual electrons. Electrons are sent out only occasionally. Therefore, the chance of finding one electron in the microscope is very small, not to mention the chance of finding two.
Since electrons are detected one by one as particles, we have to conclude that each electron must have passed through at random on either side of the biprism, thus creating a uniform distribution without any interference when accumulated. Under such condition do electrons form a uniform distribution? But look, we begin to see some fringes in the perpendicular direction that looks like interference fringes. Since this experiment lasted for more than 30 minutes, I have sped the movie up. Interference fringes are now clearly visible. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience? En début d'expérience, on voit que les impacts d'électrons semblent complètement aléatoires. Il n'y a a priori aucun moyen de savoir où est-ce qu'un électron va taper. À la fin de l'expérience, on voit que la répartition des électrons n'est pas uniforme. Ça veut dire que les électrons en fait ne tapent pas au hasard. Il y a des zones privilégiées sur l'écran d'observation sur lesquelles on va retrouver des électrons et d'autres zones où on va en retrouver quasiment aucun. Du fait qu'il n'y ait qu'un seul électron qui circule à chaque fois dans le dispositif, la figure qu'on observe à la fin de l'expérience ne peut pas résulter d'un effet collectif ou d'une interaction entre les électrons. Voilà comment on va exploiter cette expérience. Premièrement, on dira que la dualité onde-corpuscule est vérifiée pour la matière. C'est vrai pour cette expérience, on va admettre que ça se généralise parce qu'on observe ici une figure d'interférence exactement comme si on avait fait l'expérience avec de la lumière. Deuxièmement, nous allons dire que la prédiction du lieu d'impact d'un électron est de nature probabiliste, c'est-à-dire qu'il est impossible de savoir où un électron individuel va taper, mais lorsqu'on attend suffisamment longtemps, il est possible de prévoir comment vont se répartir un grand nombre d'électrons. Alors ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on remet en cause ce qu'on appelle le déterminisme de la mécanique classique. En mécanique classique, si on prend un système, qu'on le met en une position connue et qu'on lui donne une vitesse connue, alors on est capable à tout instant de donner sa position et sa vitesse. On voit qu'ici en mécanique quantique, ce n'est plus possible. Il est impossible de donner la position exacte d'un électron dans ce dispositif. Tout ce qu'on sait faire au mieux, c'est donner la probabilité de présence. Du coup, il va falloir abandonner, et ça va être difficile, la notion de position en mécanique quantique. La position d'un objet n'a pas vraiment de sens. Nous allons en fait introduire une fonction d'onde, qu'on verra dans la vidéo suivante, qui va nous permettre de calculer la probabilité de détecter un objet quantique en un point. Pour être un peu plus quantitatif, on va utiliser la relation suivante qui a été proposée par Louis de Broglie. Nous dirons qu'à toute particule de matière de quantité de mouvement P égale mv, on peut associer une onde de longueur d'onde, lambda égale h sur p. Alors, la relation entre la longueur d'onde et la quantité de mouvement est la même pour les photons et pour la matière. La différence, c'est qu'avec la matière, on a une relation supplémentaire qui est P égale mv, qu'on ne peut évidemment pas utiliser pour la lumière, car la masse est nulle. Je me permets une remarque supplémentaire. On en a parlé dans le chapitre de dynamique newtonienne. Pour savoir si un système doit être décrit avec les lois de la mécanique classique ou avec les lois de la mécanique quantique, on calculera la longueur de De Broglie associée à ce système, connaissant sa quantité de mouvement, et on comparera cette longueur d'onde à sa taille caractéristique. Pour terminer, je vous demande de réfléchir à cette application. Donc il y a deux questions. Comme d'habitude, vous mettez en pause la vidéo, vous essayez de répondre aux questions, puis vous regardez la correction. Pour la question numéro 1, vous aurez besoin d'évaluer l'ordre de grandeur de la masse d'un grain de poussière. Alors vous pouvez soit la chercher sur internet, ou alors vous pouvez essayer de la déterminer tout seul, en cherchant par exemple l'ordre de grandeur du volume d'un grain de poussière. Et vous pouvez chercher aussi l'ordre de grandeur de la masse volumique d'un grain de poussière. On corrige. Alors, la quantité de mouvement d'un grain de poussière. Si on considère qu'un grain de poussière a une taille d'à peu près 1/10 de millimètre, alors son volume, ce sera à peu près cette taille au cube, donc 10 moins 12 mètres cubes.
j'ai pris une masse volumique de 10 puissance 3 kg par mètre cube, qui est la masse volumique de l'eau, qui est l'ordre de grandeur de la masse volumique d'un solide. C'est un petit peu plus pour des solides un petit peu plus denses que l'eau, mais ça suffira largement pour cette application numérique. Et en faisant le produit du volume du grain de poussière par sa masse volumique, on trouve une masse de 10-9 kg. En mouvement, un grain de poussière a une vitesse de l'ordre d'1 cm par seconde. Alors là, c'est pareil, on peut prendre un peu plus, on peut prendre un petit peu moins. Et donc si on fait le produit MV, on trouve une quantité de mouvement de 10-11 kg mètre par seconde. En appliquant la relation de De Broglie, on obtient donc une longueur d'onde de 6-10-23 mètres, ce qui est très très faible. Pour savoir si le grain de poussière doit être décrit à l'aide de la mécanique quantique, il faut comparer la longueur d'onde de De Broglie à la taille du grain de poussière. C'était donc 0,1 mm. On voit ici que la taille du grain de poussière est très très grande devant la longueur d'onde de De Broglie. Donc la mécanique classique suffit largement pour décrire le mouvement de ce grain. Pour la deuxième question, nous allons chercher la relation entre l'énergie cinétique de la particule et sa quantité de mouvement. Donc on part de la relation 1/2 de mv carré, sachant que P égale mv, on remplace V par P sur M dans cette équation, on obtient donc la relation EC égale P carré sur 2M. On aime beaucoup en mécanique quantique écrire l'énergie cinétique sous cette forme. On utilise la relation de De Broglie pour remplacer la quantité de mouvement et on obtient cette relation qui, après application numérique, donne une énergie de 150 électronvolts.